à tous ceux d'entre vous venus de l'étranger qui ont fait le déplacement de Ouagadougou. Soyez-en remerciés au nom du CNR, car votre présence ici est le témoignage de l'intérêt que vous, et à travers vous, l'opinion de vos pays respectifs, portez à l'expérience révolutionnaire naissante en Haute-Volta. Témoin privilégié de par votre profession de l'évolution politique de la Haute-Volta, depuis le coup d'État du 7 novembre 1982, vous avez tous suivi les étapes du CSP jusqu'au 17 mai dernier. Jusqu'à cette date, nous avions posé des jalons de la libération de notre pays de toute tutelle et marqué le pas vers la restauration d'une vraie démocratie, d'une vraie justice sociale. Ces objectifs auxquels le peuple voltaïque avait adhéré sans réserve, nous pensions les faire partager par tous, par la voie du dialogue, de la discussion et de la persuasion. Dans toutes les initiatives, nous nous sentions bloqués par des forces antiprogressistes qui, pour se couvrir, invoquaient les pesanteurs sociales ou sociologiques. À aucun moment, nous ne nous sommes départis de l'esprit du dialogue. Et nous prenions le temps, parfois trop de temps, pour expliquer nos initiatives et convaincre les réticences. Et à mesure que les idées progressistes se développaient au sein des larges couches de la population, la réaction intérieure comme extérieure se sentait menacée par ce courant populaire. Il n'était plus alors étonnant qu'elle utilise la force pour interrompre ce processus. C'est le sens du coup d'État du 17 mai dernier. On nous a alors accusés de tous les torts, d'avoir notamment frauduleusement introduit des armes en direction de Pau, d'avoir invité le colonel Kadhafi à l'insu du chef de l'État, d'avoir tenté d'imposer un type de société, et j'en passe. Sur toutes ces questions, nous sommes disposés à vous donner non seulement des explications, mais aussi des preuves matérielles qui ont été cachées aux voltaïques. Madame, Messieurs les journalistes, la grande tribune que m'offre votre présence ici me permet de dire et de redire au peuple voltaïque et à tous les peuples du monde que la révolution voltaïque n'est dirigée contre aucun peuple, contre aucun État. Elle se veut une prise en main par notre peuple de ses propres destinées à travers une conscience politique claire et une reconversion des mentalités. Aussi, me permettrez-vous d'adresser tous mes remerciements à ces millions de voltaïques qui, depuis le 7 novembre 1982, nous ont toujours fait confiance, à tous ceux qui se sont battus contre l'arbitraire du 17 mai dernier. Nous adressons également nos remerciements. Qu'ils se soient battus à l'ombre ou au grand jour, qu'ils se soient battus de manière concrète ou de par leurs critiques pertinentes. Nos remerciements vont également à ces millions de lecteurs, d'auditeurs et de téléspectateurs étrangers qui ont pour la Haute-Volta et pour la Révolution cette réelle sympathie que nous tâchons de toujours mériter. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le sens de votre déclaration nous amène tout droit à aborder les causes politiques du coup d'État du 4 août. Et c'est ce qui constituera le premier volet de la situation politique intérieure. Et c'est à la radiodiffusion nationale que revient le privilège de vous poser la première question. Dan Noël de la radiodiffusion télévision voltaïque. Monsieur le Président, le 4 août est perçu par certains comme étant une action revancharde à l'encontre des tenants du pouvoir après le 17 mai. Alors, comment présentez-vous cette action et aussi la politique future du Conseil national de la Révolution? Oui, c'est exact. J'ai moi aussi entendu de telles analyses. Mais enfin, il faut considérer que pour certaines personnes, le problème du peuple voltaïque se pose simplement en termes de clan. Et que
faut considérer aussi qu'il est tout à fait normal pour certains de voir dans chaque action des actions revanchardes, des reprises, des retours, etc. Pour nous, nous pensons que le 4 août est simplement l'aboutissement, la concrétisation d'une volonté populaire que vous avez pu suivre ici en Volta. Du reste, nous disons que tous ces voltaïques qui se sont mobilisés à Ouagadougou et ailleurs, après ce fameux coup d'État du 17 mai dernier, tous ces voltaïques ne se sont pas mobilisés simplement à cause du capitaine Sankara et de ses camarades, mais à cause d'un processus auquel ils étaient très attachés, processus de libération du peuple voltaïque pour qu'il prenne son destin, son développement en main. Ils se sont battus parce qu'ils n'admettaient pas les gifles infligées au peuple voltaïque. Ils se sont battus parce qu'il y avait comme une trahison des intérêts du peuple voltaïque, trahison aussi qu'ils ne pouvaient pas admettre. S'il y a revanche, il y a revanche du peuple contre la réaction qui s'était retrouvée autour de quelques hommes, de quelques individus. Mais il n'y a pas revanche entre un groupe et un autre. Monsieur le Président, si vous permettez, il y a la politique future, comme je l'ai posé en deuxième partie de cette question. Comment vous la présentez, la politique future donc du Conseil national de la Révolution? La politique future, nous aurons l'occasion de la développer d'un point de vue idéologique, d'un point de vue politique également. Et vous me permettrez de ne pas insister sur cette question pour l'heure. Néanmoins, je puis vous dire d'ores et déjà que nous envisageons cette politique de manière révolutionnaire. Serge Théophile Balima, Volta Vision. Monsieur le Président, le CNR est-il une continuation du CSP d'avant le 17 mai? Le CNR, continuation du CSP. D'avant le 17 mai, vous avez eu cette présence d'esprit de rectifier, enfin de préciser, je vous remercie. Nous sommes d'accord, nous affirmons que le CNR est une continuation du CSP d'avant le 17 mai et un dépassement de ce CSP. C'est ce CSP d'avant le 17 mai qui nous a permis de nous lier au peuple voltaïque, de l'amener à s'exprimer et à nous dire quelles étaient ses aspirations sincères et profondes, de les connaître, ces aspirations, et de définir à partir de ce moment une politique, celle du CSP de l'époque, qui devait progressivement amener le peuple voltaïque à prendre, à assumer réellement le pouvoir à son profit. Vous savez que ce CSP d'avant le 17 mai a pris fin avec précisément le 17 mai. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un a trahi le peuple, et cette trahison s'est opérée le 17 mai. Luc Adolphe Thiao de Carrefour Africain. Monsieur le Président, lors d'un entretien que vous avez eu avec les journalistes de Carrefour Africain, alors que vous étiez Premier ministre, vous aviez dit que le CSP cherchait une stratégie pour mettre fin au putsch militaire en Haute-Volta. Maintenant que vous présidez aux destinées du peuple voltaïque, pensez-vous que le CNR peut être la dernière percée de l'armée dans les affaires politiques de l'État voltaïque? En tout cas, nous le souhaitons. Et nous sommes convaincus que la meilleure façon de limiter l'usurpation du pouvoir par un groupe d'individus, militaires ou non, c'est de responsabiliser d'abord le peuple. Entre des fractions, entre des clans, on peut perpétrer des complots et des coups d'État. Contre le peuple, on ne peut pas perpétrer un coup d'État durable. Et par conséquent, la meilleure façon pour nous d'éviter que l'armée ne confisque à elle seule, pour elle seule le pouvoir, c'est de faire partager d'ores et déjà ce pouvoir par le peuple voltaïque. C'est ce vers quoi nous tendons. Richard Amigo de l'agence voltaïque de presse. Monsieur le Président, à l'avènement du CSP le 7 novembre 1982, beaucoup d'observateurs politiques vous en ont attribué la paternité. Si tel était le cas, pourquoi n'avez-vous pas pris la direction politique, ce qui aurait pu du reste éviter les événements du 17 mai?
C'est bien dommage. Il y a des observateurs qui voient les problèmes politiques comme des bandes dessinées. Il faut un Zorro, il faut une vedette, il faut... Non, le problème de la Haute-Volta est plus sérieux que cela. Et ça a été une grave erreur que d'avoir cherché, coûte que coûte, un homme, une vedette, jusqu'à en créer, c'est-à-dire à attribuer la paternité au capitaine Sankara qui en fut le cerveau, etc. Je vous dirais que le 7 novembre est une histoire très complexe, pleine d'anecdotes. Le 7 novembre a donné naissance à un pouvoir qui était très hétérogène et un pouvoir très composite, avec ses contradictions inévitables. Le 7 novembre, mes camarades et moi, tous nos efforts ont contribué, tous nos efforts cherchaient à empêcher le déroulement de ce coup d'État. C'est curieux, mais nous n'étions à Ouagadougou que par coïncidence. C'est curieux, mais nous avions tout fait auprès de ceux qui avaient intérêt à ce que ce 7 novembre ait lieu pour qu'ils abandonnent leur projet. Mais vous comprenez que la vision des problèmes politiques n'est pas la même pour tous. Pour certains, il suffit d'avoir les armes, d'avoir avec soi quelques unités et on prend le pouvoir. Pour d'autres, et c'était notre conviction, le pouvoir doit être d'abord l'affaire d'un peuple conscient. Par conséquent, les armes ne constituaient qu'une solution ponctuelle, occasionnelle, complémentaire. Il n'y a pas de problème, nous les suivrons. Si au contraire ils en veulent, nous les suivrons également. Donc, nous n'avons pas utilisé l'entrée du Mali à l'UMOA, notre droit de veto au niveau de l'UMOA contre le Mali, comme un moyen de pression, de chantage. Si nous devions en parler, ce serait dans un autre cadre et nous n'avons pas l'intention de mêler aussi ce problème, cette question de l'UMOA qui a bien servi, qui a servi très commodement ceux qui n'avaient pas d'autres arguments, avec cet autre problème artificiel auquel vous faisiez allusion et que je ne connais pas. Monsieur le Président, si le soutien des pays africains au mouvement de libération a toujours été unanime, il n'en est pas de même sur les questions du conflit tchadien et du Sahara occidental. Monsieur le Président, je voudrais savoir la position de la révolution voltaïque sur ces deux questions. La position de la révolution voltaïque est inscrite dans la proclamation du 4 août. Vu la proclamation du 4 août, nous soutenons tous les mouvements de libération. Monsieur le Président, vous l'avez dit au début, comme par symbole, vous avez installé votre quartier général au Conseil de l'Entente. Il semble cependant que certains pays du Conseil de l'Entente sont farouchement hostiles au Conseil national de la Révolution. Lesquels? Je ne peux pas les citer, Monsieur le Président. Mais tant que vous ne les citerez pas, je ne pourrai pas vous répondre non plus. Bon, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Togo ou le Niger. D'accord. J'ai eu des contacts avec les dirigeants de ces pays, voisins, amis et frères. Des contacts téléphoniques extrêmement rassurants, par lesquels contacts ils nous ont également assuré en retour de leur soutien et de leur désir sincère de voir la Haute-Volta s'engager dans une voie de développement, dans la stabilité, comme ils le précisaient généralement. Ils l'ont précisé tous. Je tiens le président Houphouët-Boigny, le président Eyadema, le président Séni Kountché pour des hommes de parole, des hommes d'honneur, et je n'ai pas de raison d'en douter. Si maintenant il y a des signes d'hostilité, comme vous le dites, il faudrait qu'avec ce que je viens de vous déclarer, vous vous posiez la question aux dirigeants de ces pays pour savoir pourquoi
malgré de telles déclarations, il y a malgré tout des signes d'hostilité contre la Haute-Volta. Rachid Lourjan du journal Moudjahid, Algérie. Donc je suis avec mon collègue de Algérie Presse Service, représentant d'un pays arabe et africain. Et je souhaiterais, Monsieur le Président, que vous consacriez un mot sur vos rapports avec le monde arabe et vous demander comment vous souhaitez-vous voir fonctionner la coopération arabo-africaine et comment la Haute-Volta, du point de vue de la Haute-Volta bien sûr, comment la Haute-Volta envisage cette coopération. Les peuples arabes et les peuples africains sont des peuples qui ont le même combat. Il y a chez les peuples arabes comme chez les peuples africains la même dictature, le même système d'oppression, le même système d'inféodation et de développement de l'impérialisme. Tout a été utilisé pour opposer le peuple arabe au peuple africain et vice-versa. Je ne citerai pas de ville, mais vous avez ces expériences d'arabes et de noirs, d'arabes et de nègres qui s'empoignent régulièrement parce que cela peut alimenter les colonnes de certaines presses.